Pour commencer cette année 2026, je voulais à l'origine vous proposer de faire un petit retour en arrière sur l'année qui vient de s'achever. Et je voulais faire ça à travers une lecture critique des 5 articles les plus cités en 2025 parmi ceux publiés en 2025. Je m'étais dit que le positionnement de ces articles dans le classement disait en soi quelque chose de l'état de la recherche en psychologie. Bon, d'une part, il y avait quand même un sacré biais méthodologique, hein. Il n'y a pas qu'une seule façon de classer les articles, il y en a même 50, et moi j'en avais choisi une, et c'était d'utiliser PsycNet, la base de données de l'American Psychological Association. Et donc de faire ça avec des filtres précis, hein, donc articles publiés en 2025, triés par nombre de citations reçues en 2025. Et PsycNet, c'est essentiellement les revues de l'APA ou partenaires de l'APA. Donc ce qui est le plus représenté là-dedans, ça va être de la psychologie nord-américaine, plutôt mainstream, et plutôt quantitatif que qualitatif. Donc on parle pas de trucs qui sortent beaucoup des sentiers battus. Ça exclut énormément de revues critiques, de recherches qualitatives ou de psychologie européenne. Les articles sur la psychologie de la libération ou les approches anti-oppressives, vous les trouverez pas en haut de ce classement. Mais on trouve quand même un article en 12e position qui va dans ce sens-là, et il faut quand même le dire. On sait bien, il faut le dire. Et puis, au-delà de ce biais méthodologique que j'arrivais assez bien à corriger en faisant une caractéristique de cette vidéo plutôt qu'un problème, je me suis retrouvé avec un autre gros problème. Et ce problème, c'était la méthodologie. J'ai très peu parlé de méthode de la recherche sur cette chaîne. Et du coup, pour chaque article qui concernait strictement la méthodologie, il aurait fallu faire plein d'explications sur ce que veulent dire les termes, comment on fait de la recherche, etc., etc. Ce qui en soi est pas dérangeant, sauf que dans le top 5 des articles de 2025, 4 étaient des articles méthodologiques. Le premier parle de méthodologie statistique, le deuxième parle de méthodologie psychométrique, le quatrième de méthodologie de mesure automatisée, et le cinquième de méthodologie statistique pour les données longitudinales. Il y a donc que le troisième du classement qui est une méta-analyse proposant des réponses sérieuses à une question, celle des différences de genre dans la créativité. Alors dans ce que je dis, il n'y a pas de critique en soi, hein. C'est assez logique que le classement des articles les plus cités en 2025 et publiés la même année soit foutu comme ça. Parce que ce classement, c'est un classement qui n'existe que par l'attention. Déjà publié en 2025, étant donné le trajet normal d'un texte scientifique dans le milieu académique, ça veut généralement pas dire écrit en 2025, mais plutôt écrit en 2024, 2023, voire 2022. Donc si vous êtes cité pendant l'année même de publication de votre article, c'est que les articles qui vous citent ont été publiés super rapidement. C'est pour ça que les articles qui accumulent rapidement des citations dès leur parution, ce sont souvent ceux qui servent d'outils aux autres chercheurs et chercheuses. Ça veut pas dire qu'on s'intéresse à leur contenu en tant que tel, et encore moins qu'on répond à ces articles. C'est de la citation instrumentale. On cite un article sur les données manquantes pour dire j'ai bien géré mes données manquantes. Et donc pas parce que les données manquantes, c'est spécialement un truc qui nous passionne. Mais malgré tout ce que je viens de dire, et je vous spoil un petit peu la conclusion, quand on regarde ce top 5, ce qu'on voit émerger, c'est une cartographie assez révélatrice, mais quand même assez prévisible, de l'état du champ. Ça nous montre un champ qui s'illustre par une obsession méthodologique, une focalisation sur l'individu, une technicisation de la souffrance, bref, exactement les tendances que je dénonce sur cette chaîne. Mais ici, ce sera peut-être un petit peu un endroit pour nuancer ça. Parce que je veux quand même vous parler pour bien débuter cette année du premier article, celui qui est tout en haut du top. Déjà parce qu'il est sacrément important et que je l'ai trouvé intéressant personnellement, et puis parce que parler un petit peu de méthodologie et commencer à vous montrer comment fonctionne la recherche, en gros, c'est pas inutile. Alors je précise quand même, restez jusqu'à la fin parce que même si c'est un peu technique par moment, je vous assure que ce que ça dit politiquement de la recherche en psychologie, c'est absolument capital. Et c'est un sujet dont on parle pas assez, alors tenez bon. Et donc l'article de 2025 le plus traduit, comme je le disais, il s'appelle en bon français approximativement traduit de l'anglais « Données manquantes, un état des lieux actualisé ». Et il a été écrit par Craig Enders en 2022. Comme je vous le disais tout à l'heure, se faire publier, c'est long. À l'intérieur de la grande nébuleuse de l'American Psychological Association, cet article a été cité 50 fois cette année. Ce qui peut paraître très peu, mais encore une fois, les citations académiques, ça prend du temps. Il faut que les personnes qui travaillent dans la recherche lisent l'article, l'intègrent dans leurs propres travaux, soumettent leur papier, passent par la relecture et réussissent à le publier rapidement au cours de la même année. Pour donner une fourchette, ce processus, en général, il prend entre 6 mois et 2 ans. Donc 50 citations dans l'année de la publication, ça veut dire que votre article, il a bénéficié d'une circulation immédiate et massive dans le milieu. Et donc le plus souvent, ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même le dernier des pigistes au RSA qu'on commissionne une fois par mois pour remplir une revue thématique. Et que les gens, ils vous attendent et ils surveillent ce que vous publiez. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que cet article-là, ce sera probablement un des plus cités de l'histoire de ce journal. Psychological Methods. D'ailleurs, j'ai pas dit le nom du journal, mais c'est Psychological Methods. Méthode de la psychologie.
en français. Et donc cet article, Données manquantes, un état des lieux actualisé de Craig Enders, c'est évidemment pas n'importe quel article. Déjà par exemple, c'est pas une nouvelle étude, et il propose pas de nouveaux résultats empiriques, ni de découvertes, ni d'exploration de nouvelles hypothèses. Non, c'est une synthèse méthodologique sur le sujet des données manquantes. Plus précisément, c'est la mise à jour d'un article publié par Schaeffer et Graham en 2002 sur le même sujet, soit 20 ans avant. Un article qui s'appelle donc Données manquantes, notre point de vue sur l'état des lieux, et qui a lui-même été cité plus de 5000 fois. Donc là, on parle vraiment d'un monument de la méthodologie quantitative en psychologie. D'ailleurs, c'est carrément l'article le plus cité de toute l'histoire de la revue Psychological Methods. Pour la petite comparaison, l'article le plus cité de toute l'histoire de l'APA, c'est un article de méthodologie de la recherche en psychologie sociale, et il a été cité 33 434 fois. Est-ce que c'est bon? Donc concrètement, c'est quoi la gestion des données manquantes? Eh bien déjà, il faut savoir que dans n'importe quelle étude, vous avez toujours des gens qui n'ont pas répondu à toutes les questions, ont arrêté de participer à l'étude en cours de route, ont formulé des réponses inutilisables, ou alors vous pouvez avoir des gens qui vous ont bien répondu, mais vous avez rendu les données inutilisables en les influençant, ou parce que vous les avez perdues ou mal codées. Bref, il manque quasiment toujours des données par-ci par-là. L'exemple classique, c'est vous lancez une étude sur l'anxiété et la dépression avec un questionnaire de 50 items. Normalement, une partie des gens aura répondu à toutes les questions. Une autre va systématiquement sauter les questions sur la sexualité ou sur la consommation de substances. D'autres vont remplir le questionnaire une fois et puis après ne plus jamais répondre aux relances. Et résultat, sur le papier, vous avez bien 500 jeux de données produits par 500 personnes, mais vous n'avez pas 500 jeux de données complets. Et c'est là que le fun commence, parce que ces données manquantes, elles rendent pas juste moins précise votre étude, elles peuvent transformer complètement les résultats. Et d'ailleurs, avant les années 2000, c'est quasiment ce qui se passait à chaque fois. Si les données manquantes, elles sont réparties complètement au hasard, par exemple parce qu'un bug informatique a fait disparaître 10% des réponses de façon aléatoire. Alors là, vous êtes relativement tranquille, parce que la perte de données n'a pas de sens particulier, elle n'est pas orientée vers quelque chose, c'est du bruit. Si on n'a pas la réponse à la question 34 de Madame Martin, à la question 27 de Monsieur Sarfati et à la question 14 de Monsieur Ciotti, eh ben ça dit strictement rien ni de Madame Martin, ni de Messieurs Sarfati et Ciotti. Mais évidemment, c'est pas vraiment ça le cas le plus fréquent. Les données manquantes, elles sont bien souvent liées à des variables bien concrètes. Les personnes les plus précaires répondent moins bien et à moins de choses. Et en plus de ça, elles sont plus susceptibles de ne pas répondre aux relances. Une étude, ça se fait pas juste en une fois en général. Les personnes qui vont pas bien abandonnent plus tôt. Certaines personnes avec des maladies chroniques peuvent ne subitement plus pouvoir se rendre sur les lieux ou répondre au téléphone. Et puis, et ça arrive quand même plus souvent qu'on le croit, et bah figurez-vous qu'il y a des gens, des fois, ils meurent. Oui, allô? Cricket, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, elle est partie se suicider, puis-je prendre le message? Ça, c'est du côté des participantes et des participants, et du côté des questions, il y en a qui vont être évitées parce qu'elles sont trop intimes, trop stigmatisantes ou trop coûteuses psychiquement. Il y a des questions qui peuvent ne pas être compréhensibles pour certaines personnes à cause de facteurs cognitifs ou culturels, et puis il peut y avoir des questions auxquelles les personnes ont pu ne pas vouloir répondre pour des raisons politiques ou religieuses. Et là, si on fait comme si de rien n'était, on fabrique des résultats biaisés, et mathématiquement, le biais de ces résultats, il va plus spontanément pencher vers des lectures plus optimistes, plus lisses et plus propres de la réalité. Parce que la réalité qu'on a, ou la réalité qui est complète, c'est la réalité des gens qui sont disponibles pour participer aux études. Historiquement, et pendant très longtemps, la solution dominante en psychologie a été extrêmement brutale. On supprimait tout simplement les personnes dont les données étaient incomplètes. Si vous aviez 500 participantes et participants au départ, mais que seulement 300 avaient répondu à toutes les questions, eh ben on analysait les 300, et tant pis pour les 200 qui restaient. Le problème, c'est que ces 300-là, c'est pas les plus représentatifs. Je sais que je me répète, mais c'est quand même un point hyper important pour la suite. Et puis de toute façon, j'ai l'impression qu'on est parti pour de la précision dans cette vidéo, donc voilà. Il y a un truc qu'on sait, c'est que dans la très grande majorité des études en psychologie, les personnes qui tiennent jusqu'au bout ne sont pas un échantillon neutre de la population de départ. Encore une fois, parce qu'elles représentent statistiquement la minorité qui a le plus de ressources. Les ressources cognitives, temporelles, matérielles, et symbolique. Et justement, ce que faisait l'article de 2002 de Schaeffer et Graham, et ce que poursuit sa mise à jour par Enders en 2025, c'est exactement de s'inscrire contre la logique de la discrimination des jeux de données sur la base de leurs lacunes. Leur point central, c'était de dire on ne peut pas traiter les données manquantes comme un bruit négligeable. Et ça veut dire qu'il faut modéliser, ça veut dire qu'il faut construire un modèle statistique, mathématique, créer l'architecture logique qui prend justement en compte le fait qu'elle manque. En d'autres termes, il faut intégrer l'absence de données dans le raisonnement statistique lui-même. Et donc il faut commencer à considérer que l'absence de données, c'est une donnée.
Joseph Sheffer et John Graham posent les bases d'un changement de paradigme. D'abord, ils ont démontré que les méthodes traditionnelles, comme la suppression des cas incomplets, qu'on appelle listwise deletion, produisent des résultats biaisés. Ensuite, pour répondre à cet état de fait, ils proposent deux méthodes alternatives. La première, c'est l'estimation par maximum de vraisemblance. Les méthodes statistiques classiques, elles partent du principe qu'on a un joli tableau bien complet avec toutes les cases remplies. Si c'est pas le cas, soit le modèle il va planter, soit il va carrément virer des lignes incomplètes. Le maximum de vraisemblance, c'est une approche mathématique différente qui peut travailler avec des données partielles dès le départ. On remplit jamais les trous qu'il y a dans les données, on change la façon de calculer pour que les trous ne soient pas un problème. L'algorithme, il utilise tout ce qui est disponible pour chaque personne et calcule les paramètres statistiques, genre la moyenne ou les corrélations, les paramètres qui sont les plus compatibles avec l'ensemble de ce qu'on observe. La deuxième méthode, c'est l'imputation multiple. Avec l'imputation multiple, on va essayer de ne pas remplir les cases vides avec une seule valeur estimée, ce qui dans certains cas peut être un peu trop affirmatif, voire carrément prétentieux. On génère plusieurs jeux de données possibles, chacun avec des valeurs différentes pour les données manquantes. Ces valeurs, elles sont pas inventées de nulle part, elles sont calculées à partir des relations qu'on observe dans le reste des réponses. Par exemple, si dans votre échantillon, les gens qui ont un score élevé à la question 12 ont tendance à avoir un score élevé à la question 15, et que quelqu'un a répondu à la question 12 mais pas à la 15, on peut estimer une fourchette de valeurs probables pour sa réponse manquante. Ensuite, on fait l'analyse sur chacun de ces jeux de données et on combine les résultats. Ça permet de refléter l'incertitude qu'on a sur ces valeurs manquantes au lieu de faire comme si on les connaissait. Du coup, la différence entre les deux, c'est que le maximum de vraisemblance, il ne touche pas aux trous et il adapte la méthode de calcul pour que les trous puissent exister sans que ça fasse planter l'étude. Et l'imputation multiple, elle remplit les trous plusieurs fois avec des valeurs plausibles et fait tourner l'analyse sur chaque version. Les deux approches, ce qu'elles ont en commun, c'est d'éviter de jeter les données incomplètes. On essaye de s'y prendre différemment. Ces deux méthodes, elles sont pas magiques non plus, hein. Elles reposent sur une hypothèse, c'est que les données manquantes dans votre étude, elles peuvent s'expliquer par des trucs que vous avez déjà mesurés dans votre étude. Par exemple, si les personnes les plus âgées répondent moins à certaines questions, c'est gérable, parce que vous avez noté l'âge des personnes dans vos données. Mais si les gens les plus déprimés abandonnent votre questionnaire sur la dépression parce que c'est trop dur pour eux de le finir, et que vous avez aucun moyen de le savoir, et là vous êtes cuit. À ce moment-là, ni le maximum de vraisemblance, ni l'imputation multiple ne peuvent vous sauver. Sheffer et Graham le reconnaissent, mais ils disent que dans la plupart des cas en psychologie, c'est probablement pas assez grave pour invalider les résultats. On va y revenir. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'il apporte comme mise à jour, l'article d'Enders de 2025 ? En gros, il clarifie et il systématise. L'article de 2002 de Sheffer et Graham avait posé les bases. Il faut modéliser les absences, arrêter de virer les cas incomplets, etc. 20 ans plus tard, Enders précise les distinctions, il met à jour les outils, et surtout il nomme plus clairement les différentes situations possibles. Dans l'article d'origine, on distinguait 3 types différents de données manquantes, et Enders va les préciser. Le premier type, c'est les données MCAR, Missing Completely at Random. Je fais pas l'effort de l'accent. Donc données manquant de façon totalement aléatoire. Ça, c'est le scénario idéal. Un bug informatique efface 10% des réponses de façon aléatoire, un serveur plante, quelqu'un renverse son café sur les questionnaires papier. Bon, les données qui manquent, elles n'ont rien à voir avec l'étude. On peut gérer. Là, à ce moment-là, si vous vous retrouvez avec 300 personnes au lieu de 500, quelque part, l'échantillon il est plus petit, mais vous n'avez pas discriminé des gens sur la base de... Il n'y a pas un profil de participant qui va avoir plus tendance à se faire renverser du café sur son papier. Enfin, ça n'a pas de sens. Le deuxième type, c'est les données MAR, Missing at Random. Et là, je refais l'accent, je sais pas pourquoi. Et alors, attention, justement, en 2025, le nom, il est trompeur. Parce que ce sont les données manquant conditionnellement au hasard. Et du coup, il pouvait pas dire conditionnellement dans le nom, me direz-vous ? Non, parce que dans celui d'avant, il y a déjà un C pour completely. Mais du coup, on peut pas. Non, en fait, justement, ce qui se passe, c'est que c'est justement un truc qu'Enders va ajouter dans son article à lui. Graham, 7 ans après l'article d'origine, il avait déjà précisé qu'il faudrait rajouter conditionnellement dans la définition, donc Enders, il l'inclut dans sa synthèse à lui. C'est le principe d'une synthèse. Et donc, conditionally MAR, ce que ça veut dire, c'est que l'absence est explicable par ce qu'on observe déjà. Par exemple, si les hommes répondent moins aux questions sur la santé mentale que les femmes, mais que parmi les hommes, ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas ont des profils similaires, on peut corriger assez facilement. On sait que le genre prédit la non-réponse, et donc on peut en tenir compte dans nos modèles. C'est gérable. Et puis là, il y a le troisième type, les données MNAR, Missing Not at Random. C'est celui qui pose le plus de problèmes. Là, l'absence, elle est liée précisément à ce qui est absent. Ce qu'on ne voit pas, c'est exactement ce qu'on a absolument besoin de voir. Et alors je vais vous donner la version mise à jour, parce que pour ce troisième type, Enders y rajoute une précision qui vient d'un article de 2021. La nuance importante, c'est que quand on dit
L'absence est liée à ce qui est absent, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Donc il intègre la distinction entre le MNAR focalisé et le MNAR diffus. Le MNAR focalisé, c'est quand c'est la variable elle-même qui détermine sa propre absence. Exemple classique, vous faites une étude longitudinale sur la dépression, vous suivez 500 personnes pendant 1 an avec des questionnaires tous les 3 mois, et donc là la question c'est qui a décroché, et si ce sont les personnes dont la dépression s'est aggravée, celles qui n'avaient plus l'énergie de répondre, celles qui ont été hospitalisées, ou celles qui ne voulaient plus entendre parler de votre étude, alors c'est le niveau de dépression lui-même qui cause l'absence de données sur le niveau de dépression. Donc c'est focalisé. Dans le cas du MNAR diffus, l'absence de données est liée à des variables qu'on n'a pas mesurées, mais qui ne sont pas directement la variable manquante. Par exemple, des gens abandonnent votre étude parce qu'ils ont perdu leur logement ou parce qu'ils ont changé de numéro de téléphone. C'est tous les facteurs que vous n'avez pas dans vos données qui influencent l'absence, mais qui ne sont pas la dépression elle-même. La distinction, elle est importante parce que les stratégies pour gérer ces deux situations, elles ne sont pas du tout les mêmes. Et surtout, le cas focalisé, c'est le plus vicieux. Vous vous retrouvez avec un échantillon de survivants et de survivantes, et du coup, votre étude, elle va raconter une histoire beaucoup plus optimiste que la réalité. Autre exemple très concret, vous faites une étude d'1 an sur la santé mentale des personnes en situation de migration, et au bout de 6 mois, un tiers des personnes qui participaient ont été expulsées du terrain qu'elles occupaient. Ça, c'est sûr que ça va avoir un sacré gros impact sur leur santé mentale, mais vous le saurez jamais. Vous allez juste pouvoir connaître la situation des personnes qui ont le parcours le plus stable. Enders y reste assez honnête sur le fait qu'aucune méthode statistique ne peut corriger le MNAR sans faire des hypothèses très bourrines et très lourdes sur ce qui se passe chez les personnes qu'on ne voit plus. On peut modéliser, estimer, faire des scénarios plus ou moins crédibles, mais concrètement, ce avec quoi on travaille, c'est de l'incertitude irréductible. Alors il présente des graphes pour visualiser les mécanismes d'absence, des méthodes pour mélanger différents types de variables, mais à la fin, il précise quand même que même si ces méthodes sont meilleures que ce qu'on faisait avant, elles demandent de la rigueur et surtout une conscience claire de leurs limites. Alors évidemment, je vais pas avoir la prétention de vous dire ici que c'est à moi d'apprendre à Enders ce que c'est le champ social. Il sait que les personnes précaires décrochent plus, que les personnes qui vont mal abandonnent, et c'est exactement pour ça qu'il développe ces méthodes. Mais la question qu'il pose, c'est comment corriger statistiquement ce biais? Et la question qu'il ne pose pas, c'est pourquoi nos dispositifs produisent-ils systématiquement ces absences? Qu'est-ce que ces absences de base, elles disent de la manière dont on fait de la recherche? S'il y a bien un truc que les données manquantes disent, c'est que les dispositifs de recherche en psychologie ne sont pas neutres. Ils sélectionnent, ils filtrent, ils produisent des données sur les gens qui sont disponibles, compréhensibles, accessibles, conformes. Dit autrement, la psychologie mainstream étudie surtout les gens qui vont suffisamment bien pour participer à des études. Et ensuite, elle généralise ces résultats à tout le reste du monde. Et ce problème, il n'est jamais formulé comme un problème politique, c'est toujours un problème technique. On développe des méthodes de plus en plus sophistiquées pour corriger les biais d'attrition, pour imputer les valeurs manquantes, pour modéliser les mécanismes d'absence, sauf que les données manquantes, c'est pas un accident. Elles sont produites par une machine, et cette machine, c'est la structure du champ de la recherche. Et ce genre d'article, c'est pas pour rien qu'il est le plus cité de l'année. Il est utile, et très utile même. Mais ce qu'il fait, c'est exactement ce que le champ valorise. Il participe à faire la maintenance de cette machine, à l'entretenir. Il améliore les outils sans bousculer les conditions qui rendent ces outils nécessaires. Ce que je fais là, c'est pas une critique individuelle des chercheuses et des chercheurs, c'est une critique de ce qui est financé, publié et récompensé. On finance des études sur des populations accessibles parce qu'elles produisent des résultats publiables et reproduisent l'investissement initial. On utilise des protocoles standardisés parce qu'ils garantissent la reconnaissance par les pairs, et pour renforcer leur sérieux méthodologique, on développe des corrections statistiques pour les absences. Tout ça se renforce mutuellement, mais la question comment concevoir des dispositifs qui produisent moins d'absences dès le départ, elle fait pas carrière. Elle ne se publie pas dans Psychological Methods. Elle ne génère pas 50 citations dans l'année de publication. Et le plus ironique, c'est que tout ça, Enders, il le reconnaît lui-même dans son article. Il dit que ces nouvelles méthodes, elles sont computationnellement intensives. Et ça veut dire qu'elles demandent beaucoup de temps de traitement, de puissance des ordinateurs et de mémoire vive. Et il nous dit aussi que les gros jeux de données posent des défis formidables. Traduction, même les solutions techniques qu'il propose ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut des machines, des logiciels, du temps de calcul, des compétences pointues. Les équipes de recherche bien dotées pourront appliquer les bonnes pratiques, et les autres continueront à faire ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et donc l'écart se creuse entre ce qu'on devrait faire selon la méthodologie et ce que la plupart des chercheurs et des chercheuses peuvent faire réellement. Et puis surtout, les inégalités sociales entre les personnes qui travaillent dans le monde de la recherche elles-mêmes se creusent. Et par conséquent, la diversité des populations et des sujets étudiés s'amenuise parce que ce système produit des populations et des sujets
coûteux. Et puis parce que ce même système produit des chercheurs et des chercheuses éduqués à travers certaines lectures de la société, ce qui est une conséquence logique du fait que le coût des outils et du matériel assure la reproduction sociale au sein même du recrutement académique, ce qui va produire matériellement une certaine homogénéité des points de vue. Et puis, à la fin du circuit, les données utilisables comme référence pour une population vont être beaucoup plus riches que celles pour une autre population. Et ça va dissuader les personnes qui cherchent à se spécialiser à le faire autour de certains enjeux. Toujours les mêmes. Parce que d'une part, c'est beaucoup plus dur de pas se tromper quand on n'a pas suffisamment de données, et que d'autre part, c'est humiliant de se tromper là où vos petits camarades ne se trompent pas. Ce que cet article, sa popularité, sa première place dans le classement démontre, c'est surtout à quel point la psychologie est devenue un champ social autonome. Ça a l'air bien dit comme ça, mais je vous assure que c'est pas bien. Un champ autonome, au sens de Pierre Bourdieu, c'est un espace social qui fonctionne selon ses propres règles, qui produit pour ses propres membres, qui se légitime par ses propres critères, et qui pourrait, à la limite, continuer de tourner même si le monde extérieur cessait d'exister. C'est le fameux épisode des Guignols de l'info dans lequel on voit les politiciens vivre dans un monde où le peuple n'existe plus. Et on voit à quel point ça les empêche pas du tout de faire de la politique, parce que ce qui fait une carrière politique, c'est pas tant le rapport aux électeurs et aux électrices, c'est plutôt le rapport aux autres professionnels de la politique. On se positionne dans l'opposition ou dans la majorité, on répond à une déclaration d'un adversaire, les débats portent sur qui a dit quoi, qui a trahi qui, quelles sont les stratégies de chacun, au point où les gens, les vrais problèmes des vrais gens, ils deviennent juste un prétexte, le décor du jeu politique. Et la recherche en psychologie, c'est pareil. On cite pour être cité, on publie pour être publié, on développe des méthodes pour que d'autres chercheurs et chercheuses les utilisent dans leurs articles qui seront lus par d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, et donc les gens qu'on étudie deviennent le prétexte, les données, la matière première. Mais le circuit, lui, il peut tout à fait rester fermé. Cet article, encore une fois, l'article le plus cité de l'année, il est cité par des chercheuses pour justifier leur choix auprès d'autres chercheuses. Des méthodes pour corriger des absences dans des études qui seront lues par d'autres chercheuses. Et les gens qui manquent dans les données, ils manquent aussi dans la boucle. Ils n'en font pas partie. Ils n'ont jamais fait partie du public visé. Et ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est grave ? Les études qu'on publie, elles servent pas qu'à faire carrière. Elles servent de base aux recommandations cliniques, aux politiques publiques, à la formation des psys. Il faut pas oublier que quand un protocole thérapeutique est validé scientifiquement, c'est sur ces données-là qu'il est validé. Des données qui surreprésentent les gens qui vont suffisamment bien pour participer aux études, qui ont suffisamment de ressources pour tenir jusqu'au bout, qui correspondent suffisamment aux attentes des chercheuses pour produire des réponses utilisables. Et ensuite, on applique ces protocoles à tout le monde, y compris aux gens qui n'ont jamais été dans les données, y compris aux gens qui ressemblent exactement à celles et ceux qui ont décroché des études. Et vu que c'est super bien foutu, quand ça marche pas, c'est jamais de la faute du protocole, c'est la faute du patient ou de la patiente. C'est ça aussi qui produit dans l'esprit des soignantes et des soignants une patientèle résistante, non compliante ou difficile. Les données manquantes, elles restent manquantes. Jusqu'au cabinet. Et c'est pas grave parce qu'il existe des méthodes pour traiter les données manquantes. C'est pas grave parce que les personnes qui produisent les données ne les produisent pas dans un écosystème qui contient des patientes et des patients. Quand on produit de la recherche pour exister dans le monde de la recherche, quand la recherche devient un champ autonome, on devient imperméable. Imperméable au retour du terrain et imperméable aux échecs. Parce que l'échec clinique, il remonte pas jusqu'aux articles. Le patient ou la patiente qui décroche de sa thérapie, il ou elle devient pas une donnée qui vient corriger le modèle. Il ou elle disparaît. Comme il ou elle avait déjà disparu de l'étude qui a validé le protocole qu'on lui a appliqué. Le circuit est fermé dans les deux sens. On produit des savoirs sans les gens, et l'échec, lui aussi, devient une donnée manquante. Et sur ces bonnes paroles, je souhaite à toutes les données manquantes qui me regardent une très bonne année 2026.